Lors d'un dîner de famille, mon père m'a dit « Tu ne t'en sortiras jamais seul » et a ri quand je lui ai demandé de l'aide. Le mois dernier, son fils, génial, a conduit son entreprise à la faillite, alors je l'ai racheté. Je viens de licencier mon frère et j'ai dit « Papa, ton nouveau travail commence lundi ». L'odeur de rôti de bœuf et de supériorité arrogante emplissait la salle à manger. C'était il y a 7 ans, mais je peux encore sentir le velours moelleux et étouffant de la chaise dans laquelle je m'enfonçais. C'était le 61e anniversaire de mon père, Andrew, et toute la famille était réunie pour lui rendre hommage. En bout de table, il était assis comme un roi, flanqué de ma mère, qui avait l'air perpétuellement fatiguée, et de son héritier présomptif, mon frère aîné, Kevin. J'avais 32 ans, et ma vie était un désordre à peine maîtrisé de feuilles de calcul, de baux d'entrepôt et de dettes croissantes. Mon entreprise, Summit Logistique, était un rêve naissant qui consumait chaque centime et chaque instant de ma vie. J'avais maximisé mes cartes de crédit. J'avais réhypothéqué mon petit condo. J'étais à 2 salaires impayés de l'effondrement complet, et j'étais désespéré. J'avais attendu le dessert, jusqu'à ce que mon père ait les joues roses de son merlot coûteux et se prélasse dans l'adoration de sa famille. Kevin venait de lui offrir une montre en or ridiculement surdimensionnée, et mon père lui avait tapé dans le dos, sa voix tonitruante. C'est un fils, la fierté de la famille. Il double nos projections à l'usine. Un vrai grand. La comparaison flottait dans l'air, non dite mais assourdissante. Kevin, le vice-président de Grant Manufacturing. Et puis il y avait moi, Paige, l'échec qui jouait avec des jeux d'ordinateur et des étiquettes de colis. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que je pensais qu'il pourrait se briser. Mes paumes étaient moites de sueur. Papa, commençai-je, ma voix plus petite que je ne le voulais. Il tourna son regard vers moi, son sourire se crispant légèrement. Oui, Paige. As-tu finalement décidé de venir travailler pour ton frère? Nous pourrions toujours avoir besoin d'aide à la comptabilité fournisseur. La pique désinvolte fit mal, comme toujours. Kevin ricana dans son verre de vin. Non, papa. En fait, je pris une grande inspiration. J'ai besoin d'aide. Mon entreprise, Summit. Elle est sur le point de faire quelque chose de grand. J'ai obtenu un contrat avec un nouveau centre de commerce électronique, mais j'ai besoin d'un prêt relais, juste un petit, 50 000, juste pour couvrir les opérations jusqu'à ce que leur premier paiement soit encaissé. Je te rembourserai avec intérêt. J'ai les projections. J'ai commencé à attraper mon sac où mon dossier soigneusement préparé attendait. Je n'ai jamais eu la chance de l'ouvrir. D'abord est venu le reniflement. C'était de Kevin. Il a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. 50 000 Paige? Tu es sérieuse? Tu veux que papa jette 50 000 dans ça? Ce petit truc de site web que tu fais? Mais le coup de grâce est venu de mon père. Andrew Grant n'a pas seulement reniflé. Il s'est adossé à sa chaise et a ri. Ce n'était pas un rire gentil. C'était un rire profond, grondant, dédaigneux qui résonnait sur les murs en acajou et semblait aspirer tout l'air de la pièce. Page, a-t-il dit en essuyant une larme de son œil. Il a pris son vin, me portant un toast moqueur. Voici un conseil gratuit à la place. Abandonne. Ton entreprise est un trou noir. C'est un passe-temps, pas une carrière. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je murmuré, mon visage brûlant. C'est un échec, ma chérie. Tu n'as pas ça en toi. Tu n'as pas cet instinct de tueur. Il a fait un geste avec son verre vers Kevin. Kevin là. Il est bâti pour ça. Toi. Tu as été bâti pour être une bonne assistante, une manager, pas une leader. Il s'est penché en avant, le rire disparu, remplacé par une pitié froide qui était infiniment pire. Je ne te donnerai pas un sou. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'y arriveras jamais seul. Tu n'es tout simplement pas faite pour ça. Il est temps que tu l'acceptes, que tu trouves un vrai travail et que tu arrêtes de te ridiculiser. Kevin souriait maintenant ouvertement, se délectant de mon humiliation. Ma mère fixait son assiette, traçant le bord doré avec son ongle. Pas une seule personne n'a pris la parole. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et à équilibrer un chéquier, l'homme dont j'avais convoité l'approbation toute ma vie, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était une rupture nette, tranchante comme un os. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le parquet.
Merci pour le dîner, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, et pour le conseil. Je suis sorti de cette salle à manger, de cette maison, et dans l'air froid de la nuit. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis monté dans ma berline de 7 ans, celle avec le voyant, check engine, toujours allumé, et j'ai serré le volant. L'humiliation était un poids physique, pressant sur ma poitrine. Mais en dessous, un nouveau sentiment froid se durcissait. C'était de la rage, une rage calme, patiente et méthodique. Il avait tort. Il avait tort à mon sujet. Et en partant, je me suis fait une promesse. Je ne survivrai pas seulement. Je ne réussirai pas seulement. Je gagnerai. Le rire était plus douloureux que la dette, et je m'assurerais d'être celle qui aurait le dernier mot. Le trajet de retour à mon minuscule condo a été un flou. Le barrage d'adrénaline et de choc a finalement cédé à la seconde où j'ai fermé la porte de mon appartement, et j'ai glissé au sol, le dos contre le bois bon marché, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon entreprise en faillite, pour le regard de pitié sur le visage de ma mère, et surtout, pour la cruauté pure et tranchante de mon père et de mon frère. Cette nuit a été la mort de la fille qui voulait juste que son père soit fier d'elle. À sa place, quelqu'un de nouveau est né. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, l'humiliation s'étant refroidie en une détermination solide et inébranlable. J'ai fait du café, je me suis assise à mon bureau Ikea bancal et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si je ne pouvais pas obtenir 50 000 $, je trouverais un moyen de ne pas avoir besoin de 50 000 $. J'ai appelé mon propriétaire pour l'entrepôt. J'ai renégocié. J'ai appelé mon fournisseur de logiciels. J'ai négocié. J'ai appelé le centre de commerce électronique et, dans un geste de pur désespoir, je leur ai offert une réduction de 2% sur mes marges déjà minces s'ils payaient 50% de leur première facture mensuelle à l'avance. L'homme à l'autre bout du fil, sentant probablement ma panique mais respectant l'effort, a accepté. C'était juste assez. J'ai payé les salaires à 3 heures près. Les 7 années suivantes ont été une corvée. Je n'ai pas seulement travaillé. J'ai dévoré le travail. J'étais la première à l'entrepôt et la dernière à partir. J'ai appris à conduire un chariot élévateur. J'ai appris à coder des scripts Python pour automatiser notre système d'inventaire. Je vivais de nouilles instantanées et de café de station-service. Je ne suis pas sorti avec des hommes. Je n'ai pas vu d'amis. Toute ma vie était Summit Logistique. Et ça a grandi. L'entreprise de mon père, Grant Manufacturing, était un dinosaure. Il fabriquait des composants métalliques spécialisés pour les industries automobiles et aérospatiales. Il comptait sur des relations à l'ancienne, des accords conclus sur une poignée de main et une main-d'œuvre syndiquée massive et inefficace. Mon père se vantait de sa pureté, Made in America, tout en refusant de moderniser ses machines vieilles de 20 ans. Mon entreprise était le contraire. Nous étions agiles, rapides et axés sur les données. Nous ne fabriquions rien. Nous déplacions tout. Nous étions le câblage invisible qui reliait l'usine à la porte d'entrée du client. Alors que Grant Manufacturing utilisait encore des factures à copie carbone, Summit utilisait l'optimisation des itinéraires basés sur l'IA et la gestion prédictive des stocks. Je ne parlais à mon père ou à mon frère que si j'y étais obligé. Noël, Thanksgiving, les conversations étaient toujours les mêmes. Comment va cette petite entreprise de colis, Paige, demandait Andrew, un sourire en coin sur les lèvres. Elle grandit, papa. Nous ouvrons un nouveau centre de distribution dans l'Ohio. L'Ohio. Ah, eh bien, tant mieux pour toi. Kevin vient de conclure un accord de 30 millions de dollars avec Boeing. Il s'envole pour Munich la semaine prochaine. Première classe. Il tapait Kevin dans le dos. Celui-là. C'est la fierté de la famille. Kevin hochait simplement la tête, l'air ennuyé, comme si son propre succès était une évidence. Content de voir que tu es toujours solvable, Serette. Ne travaille pas trop. Ils ne posaient jamais une seule vraie question. Ils n'ont jamais regardé mon site web. Ils n'ont jamais su que ma petite entreprise de colis venait de signer un contrat pour gérer toute la distribution du Midwest pour l'un des plus grands détaillants d'électronique au monde. Ils ne savaient pas que je réalisais des bénéfices qui feraient paraître leurs chiffres trimestriels comme une erreur d'arrondi. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, lui l'échec, et Kevin l'héritier. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils me voyaient comme l'échec. Mais j'étais toujours la fille d'Andrew Grant.
J'avais hérité de chaque goutte de son ambition impitoyable et de son instinct de tueur. La seule différence, c'est que j'étais plus intelligente, plus affamée, et je savais m'adapter. J'étais dans mon bureau tard un mardi soir, examinant les projections trimestrielles avec ma directrice financière, Anna. Anna n'était pas seulement ma directrice financière. Elle était ma toute première employée et ma meilleure amie. Elle avait rejoint l'entreprise quand Summit n'était que moi, un ordinateur portable et un entrepôt de stockage loué. Elle savait exactement ce que j'avais traversé. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un numéro inconnu. Paige Grant, a demandé une voix légèrement frénétique. C'est elle. Oh, Dieu merci. C'est Marty Sullivan. J'étais au conseil d'administration de Grant Manufacturing. Je me suis redressé. Andrew Il vient de virer tout le conseil d'administration. L'homme panique. Paige. Les banques réclament leurs prêts. Il essaie de. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Il liquide ses biens personnels pour couvrir les salaires. C'est une catastrophe. Kevin, ce garçon a mené l'entreprise à la ruine et Andrew est trop aveugle pour le voir. Marty, pourquoi m'appelez-vous, ai-je demandé, ma voix stable. Parce que c'est ton père. Il va tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. Il se noie. Je pensais juste que tu devrais savoir. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Anna m'observait, son expression inquiète. Paige, qu'est-ce qu'il y a? J'ai levé les yeux vers elle et un sourire lent et froid s'est dessiné sur mon visage. Le genre de sourire que mon père aurait reconnu. Anna, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur la dette de Grant Manufacturing. Chaque créancier, chaque prêt, chaque registre caché. Je veux savoir exactement combien de sang il y a dans l'eau. Mon père avait dit que je n'y arriverais jamais seul. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Mon père, Andrew Grant, était l'exemple parfait du mythe de l'homme qui s'est fait tout seul. Il avait hérité d'un petit atelier d'outillage de son père, mais à force de volonté, d'arrogance et en écrasant tout le monde sur son passage, il l'avait transformé en Grant Manufacturing. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule façon de faire des affaires, la sienne. Il considérait les nouvelles technologies comme des gadgets. Il qualifiait le commerce électronique des « argent imaginaire ». Il croyait que les vraies affaires se faisaient dans une usine, avec de la graisse sous les ongles et une saine peur de l'homme dans le bureau du coin. Et il vénérait son fils, Kevin. Kevin avait 2 ans de plus que moi. Et dès sa naissance, il ne pouvait rien faire de mal. Il a eu un C en physique au lycée. C'est un penseur de haut niveau, pas un matheux. Il a accidenté sa première voiture. Ça montre qu'il a du cran. Il a obtenu le titre de vice-président de Grant Manufacturing le lendemain de son diplôme universitaire avec un C de complaisance en administration des affaires. Moi, en revanche, j'étais la réparatrice. J'étais celle qui avait des notes parfaites. J'étais celle qui équilibrait discrètement le chéquier familial quand ma mère était dépassée. Quand ma grand-mère est tombée malade, ce n'est pas Kevin qui a géré ses rendez-vous chez le médecin et ses médicaments. C'était moi. Quand le premier logiciel de paie de l'entreprise a planté dans les années 90, ce n'est pas Andrew ou Kevin qui ont passé un week-end à réparer le code manuellement. C'était moi, à 17 ans. Mon rôle était d'être fiable, invisible, et de faire bien paraître les hommes de la famille. Mon succès était attendu. Celui de Kevin était célébré. Quand j'ai annoncé que je lançais ma propre entreprise, la réaction n'a pas été seulement dédaigneuse. Elle a été ouvertement hostile. C'était une déviation du plan. Le plan était que j'obtienne un bon travail stable, peut-être au RH de Grant Manufacturing, jusqu'à ce que je me marie et que j'aie des enfants. Mon père voyait mon ambition non pas comme un reflet de la sienne, mais comme une insulte personnelle. Pourquoi essaies-tu de réinventer la roue, beugla-t-il. La roue fonctionne. J'ai une très bonne entreprise juste ici. Tu perds ton temps et, franchement, tu gâches ton éducation. Kevin était pire. Il traitait mon entreprise, Summit Logistique, comme une blague. Au dîner de famille, il me lançait, Paige, j'ai une super idée pour ta petite entreprise de boîte. Et si tu inventais une boîte qui ne s'écrase pas? Ah. Et mon père éclatait de rire.
Ils formaient une chambre d'écho à deux, d'admiration mutuelle. Andrew louait la vision de Kevin et Kevin louait l'héritage d'Andrew. Ensemble, ils dirigeaient Grant Manufacturing comme un fief des années 1980. Ils promouvaient en interne, mais uniquement sur la base de la loyauté, pas de la compétence. Ils achetaient de nouveaux camions pour les cadres tandis que les machines principales de l'usine rouillaient littéralement. Leur dédain pour moi était palpable. Ce n'était pas seulement qu'ils pensaient que j'échouerais. C'est qu'ils semblaient le vouloir aussi. Mon échec leur donnerait raison. Cela validerait leur vision du monde selon laquelle l'ancienne méthode était la seule méthode et que Kevin était l'héritier légitime du trône. L'appel du membre du conseil d'administration, Marty, a été la fissure dans la façade. L'accord de 30 millions de dollars avec Boeing que Kevin avait apparemment conclu. C'est la première chose que Anna et moi avons cherché. Paige, c'est mauvais, a dit Anna, les yeux écarquillés alors qu'elle faisait défiler les données préliminaires qu'elle avait extraites. Nous étions dans mon bureau, les lumières de la ville scintillant en dessous. Il était bien plus de minuit. Quoi? L'accord avec Boeing, a-t-elle dit en pointant une ligne. Il est réel, mais ce n'est pas un accord. C'est une pénalité. On dirait que Kevin leur a promis un nouveau composant en alliage dans un délai physiquement impossible. Ils ont manqué l'échéance de 6 mois. Grant Manufacturing est poursuivi pour rupture de contrat. Ils ne reçoivent pas 30 millions. Ils paient 30 millions. Mon sang s'est glacé. Papa. Andrew ne laisserait jamais ça arriver. Il l'aurait vu. Il l'aurait fait, a convenu Anna, si Kevin ne l'avait pas caché. Regarde ça. Elle a cliqué, ouvrant un autre fichier. Il a transféré de l'argent du fonds de pension pour couvrir les frais de justice. Il a contracté un prêt relais à taux d'intérêt élevé auprès d'un prêteur prédateur, en utilisant les biens immobiliers de l'entreprise comme garantie. Andrew ne devait pas le savoir. Il ne peut pas l'avoir su. Il essayait de boucher un trou dans le barrage, mais il utilisait de la dynamite pour le faire. Kevin, l'enfant prodige, la fierté de la famille, était un imposteur. C'était un imbécile incompétent et arrogant qui avait été protégé par son père toute sa vie. Et maintenant, il démantelait à lui seul tout l'héritage de son père. Et mon père, le grand patriarche omniscient, était tellement aveuglé par ses propres préjugés qu'il lui avait tendu les allumettes et l'essence. Il s'était moqué de moi parce que je demandais 50 000 $ alors que son fils génial mettait le feu à des dizaines de millions. Anna, ai-je dit, ma voix calme. Quand est dû le prochain paiement de ce prêt relais? Anna a fait un calcul rapide. On dirait la fin du mois, dans 12 jours, et ils n'ont pas le capital. Ils ont déjà 2 mois de retard sur les impôts sur les salaires. Ils vont faire défaut, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Ils ne vont pas seulement faire défaut, Paige. Ils vont être insolvables. Le prêteur saisira les actifs. La banque réclamera tous les autres prêts. C'est fini. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Ma petite entreprise de colis occupait maintenant les 3 derniers étages de ce bâtiment. En dessous de moi, des camions avec le logo Summit Logistique entraient et sortaient de notre centre de distribution. Une ruche d'efficacité automatisée parfaite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai pensé à ce dîner. J'ai pensé au son du rire de mon père. J'ai pensé à la honte qui m'avait presque brisé. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Ce n'est pas fini. C'est juste sous une nouvelle direction. Anna a levé les yeux, un sourire lent et dangereux correspondant au mien. À quoi penses-tu? Ils ont oublié la règle la plus importante des affaires, celle que papa est censé suivre. Toujours protéger ses actifs. Et en ce moment, c'est lui l'actif. Je me suis retourné vers elle. Fais venir notre équipe juridique. Je veux une société écran mise en place d'ici demain matin, une société holding, quelque chose de stérile et d'anonyme. Je veux que tu commences à négocier avec ce prêteur prédateur. Aujourd'hui. Je veux acheter cette dette. L'homme qui avait dit que je n'y arriverais pas seul était sur le point de recevoir une leçon magistrale sur la façon de faire. Les 2 semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie professionnelle. Ma décision d'acheter Grant Manufacturing n'était pas seulement une décision stratégique. C'était un changement de paradigme. Je n'étais plus le outsider combatif. J'étais le requin. Le passage de victime à stratège a été instantané. Au moment où j'ai dit « achète cette dette »,
des années de blessures et de colère se sont cristallisées en un seul point de mire. Je ne faisais pas seulement cela par vengeance. C'en était une partie douce et indéniable. Mais je le faisais aussi parce qu'en regardant les données, j'ai vu ce que mon père et mon frère ne pouvaient pas voir. Grant Manufacturing, enfoui sous des décennies de mauvaise gestion, avait encore de bonnes bases. Ses brevets étaient précieux. Ses biens immobiliers étaient de premier ordre. Sa réputation, bien que ternie, avait encore de la valeur. Ce n'était pas une démolition. C'était une rénovation, et j'étais la seule à avoir les outils et la vision pour le faire. Anna a été magnifique. Elle a agi avec la précision silencieuse et mortelle d'un tireur d'élite. La société holding, Acquisition Holdings LLC, a été constituée dans le Delaware en 24 heures. Pendant que je dirigeais les opérations quotidiennes de Summit, Anna et mon équipe juridique ont ouvert un canal de communication officieux avec Apex Capital, le prêteur prédateur qui détenait la créance sur les biens immobiliers de Grant Manufacturing. Ils sont impatients de vendre, a rapporté Anna 3 jours plus tard. Ils savent que Grant est sur le point de faire faillite. Ils préféreraient obtenir 60 centimes sur le dollar maintenant plutôt que d'être bloqués au tribunal des faillites pendant 3 ans. Offre-leur 50, ai-je dit sans lever les yeux de mon écran. Page, c'est. Offre-leur 50. Ils se pavaneront, ils menaceront, puis ils accepteront 60. Ils veulent juste avoir l'impression d'avoir gagné. C'était une page tirée tout droit du manuel d'Andrew Grant. Il disait toujours, laisse l'autre croire qu'il t'a plumé, même quand tu portes son manteau. Anna a souri. Oui, patronne. Elle avait raison, bien sûr. Ils se sont mis d'accord sur 60 centimes sur le dollar. Et voilà, pour une fraction de sa valeur, j'étais le principal créancier garanti de mon père. Je possédais la terre sur laquelle son héritage était bâti. L'étape suivante était la vente aux enchères publiques de la faillite. Le dépôt du chapitre 11 a été annoncé un mardi matin gris. Mon téléphone s'est immédiatement allumé avec un appel d'Andrew Grant. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était un chef-d'œuvre d'apitoiement sur soi-même. Paige, c'est ton père. Tu as probablement vu les nouvelles. Des vautours, les banques. Ils essaient de me détruire après tout ce que j'ai construit. Je suppose que tu appelles pour me dire que tu me l'avais bien dit. Sa voix s'est brisée. Eh bien, vas-y. Ton frère. Il est dévasté. Il a fait tout ce qu'il pouvait. J'ai supprimé le message. L'enquête s'est poursuivie. Avec notre nouvelle position de créancier, nous avions accès à tous les livres de comptes, sans phare. Ce que nous avons découvert était stupéfiant. Kevin n'avait pas seulement fait une mauvaise affaire. Il en avait fait une douzaine. Il avait investi l'argent de l'entreprise dans la boîte de nuit d'un ami. Il avait approuvé des primes de plusieurs millions de dollars pour lui-même et ses 2 acolytes de la direction après la pénalité de Boeing. Il avait utilisé l'entreprise comme sa tirelire personnelle. Tout cela pendant que mon père racontait à qui voulait l'entendre quel visionnaire il était. Le piège intelligent n'était pas seulement que j'avais l'argent pour acheter l'entreprise. Le piège était que j'avais la connaissance. Je savais exactement ce que valait l'entreprise, et je savais exactement qui l'avait détruite. Le jour de la vente aux enchères est arrivé. Elle s'est tenue dans une salle de conférence stérile du centre-ville. Je n'y suis pas allé. Anna y est allée avec 2 avocats de mon équipe. Elle n'était qu'un autre visage en costume représentant l'anonyme Acquisition Holdings LLC. J'ai regardé depuis mon bureau via un flux privé. J'ai vu Kevin. Il était là, assis au fond, l'air pâle et transpirant dans son costume coûteux. Il était probablement là pour voir quel vautour allait picorer la carcasse, ne se doutant jamais que le vautour était sa sœur. L'enchère a été courte. Quelques opportunistes ont fait des offres dérisoires pour les machines. Un promoteur immobilier a fait une offre pour le terrain. Anna est restée assise, les mains jointes. Lorsque le commissaire-priseur a finalement regroupé l'entreprise dans son ensemble, actifs, dettes et brevets, Anna a levé sa palette. Elle a fait une seule offre. C'était un chiffre précisément calculé pour être juste assez élevé pour éteindre tout autre intérêt, mais toujours une aubaine absolue. C'était une bouchée de pain pour une entreprise qui, une fois rationalisée par la logistique de Summit, serait rentable en 6 mois. Vendue à Acquisition Holdings LLC. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. C'était fait.
Moi, Pej Grant, l'échec, j'étais maintenant la propriétaire à 100% de Grant Manufacturing. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Anna. Bon travail. Anna, c'est fait, Pej. Tout est à toi. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Bien. Maintenant, envoie l'email. Je veux une réunion de transition obligatoire de tout le personnel avec les cadres clés demain à 10 heures. Salle de conseil de Grant Manufacturing. Et Anna, assure-toi qu'il soit spécifiquement demandé d'être là. Andrew et Kevin Grant. Quel est le code vestimentaire, a demandé Anna avec une pointe de malice dans la voix. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. C'était la seule que j'avais de ma mère, décédée il y a 3 ans, épuisée et usée. Code vestimentaire, ai-je dit. Professionnel. Je veux qu'ils nous voient arriver. Le temps de se cacher était révolu. L'heure de la révélation avait sonné. La marche du parking à la porte d'entrée de Grant Manufacturing a été la plus longue de ma vie. C'était un bâtiment où j'étais entré des centaines de fois pour des pique-niques d'entreprise, des fêtes de Noël, des week-ends passés à aider mon père à classer des papiers quand j'étais adolescente. Mais je n'y étais jamais entré comme ça. Anna était à mes côtés, tirant une mallette qui contenait les classeurs qui allaient faire exploser ma famille. Je portais mon tailleur le plus chic, un ensemble bleu marine foncé qui criait l'autorité. Mes talons claquaient avec une confiance rythmique agressive sur le trottoir. Lorsque nous sommes entrés dans le hall, la réceptionniste, une femme qui était là depuis 30 ans et qui me donnait des sucettes, a levé les yeux. Son visage a enregistré la confusion. Puis une lueur de reconnaissance, puis un choc complet. Pej Grant, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Brenda, ai-je dit, ma voix douce et polie. Nous sommes ici pour la réunion de transition de 10 heures pour Acquisition Holdings. La bouche de Brenda s'est ouverte et fermée. Vous êtes avec eux. Nous sommes eux, a dit Anna en s'avançant. La salle de conseil, s'il vous plaît. Brenda a juste pointé du doigt, sans voix, au bout du couloir. La salle de conseil se trouvait au bout d'un long couloir bordé de portraits de mon grand-père et de mon père. Andrew, dans son portrait, était posé avec une main sur un globe, l'image même d'un capitaine d'industrie. J'ai résisté à l'envie de le redresser. Nous étions 5 minutes en avance. Je voulais être assise quand ils arriveraient. J'ai pris le fauteuil en bout de table, celui que mon père avait toujours occupé. Il me convenait parfaitement. Anna s'est assise à ma droite, a ouvert son ordinateur portable et s'est préparée à se connecter au projecteur de la pièce. À 10h02, la porte s'est ouverte brusquement, et mon père et mon frère sont entrés en trébuchant. Ils avaient tous les deux l'air terribles. Andrew était pâle, son costume coûteux froissé, ses yeux injectés de sang. Kevin avait l'air pire. Il était nerveux, son visage bouffi, et il empestait l'alcool éventé. Ils se sont arrêtés net en me voyant. Les yeux d'Andrew se sont écarquillés et il a saisi le dossier d'une chaise pour se soutenir. Pej. Sa voix était un murmure rauque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais dans mon fauteuil? Kevin a été le premier à comprendre. Son choc s'est transformé en une rage sombre et familière. Toi, a-t-il craché. Tu es avec les vautours. Bien sûr que tu le es. Tu es là aussi pour. Quoi? Pour rire? Pour jubiler. Bonjour, Andrew. Kevin, ai-je dit, ma voix aussi calme qu'un lac gelé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à voir. Je ne m'assois pas, a crié Kevin en me pointant du doigt. Tu crois que tu peux débarquer comme ça? C'est notre entreprise. C'est mon héritage. En fait, a interrompu Anna, sa voix coupant sa tirade. Ce n'est pas le cas. Depuis 16h08 hier, Grant Manufacturing, ses actifs, ses dettes et toutes ses propriétés sont la propriété exclusive d'Acquisition Holdings LLC. Et ma patronne, a-t-elle fait un geste vers moi, est la seule propriétaire d'Acquisition Holdings. La couleur a quitté le visage d'Andrew. Il a enfin compris. Il n'a pas seulement trébuché. Il est tombé dans le fauteuil en face de moi. Toi, tu l'as acheté. Elle l'a acheté, a répété Kevin, un rire hystérique montant dans sa gorge. Avec quoi? Ta petite entreprise de déménagement de boîte? Tu mens. C'est une blague. Ce n'est pas une blague,
Kevin, ai-je dit en me penchant en avant. C'est une acquisition. Tu as fait ça pour nous détruire, a-t-il rugi. Tu as toujours été jalouse. Jalouse de moi, jalouse de papa. Tu as laissé faire ça. Tu as laissé l'entreprise faire faillite pour pouvoir la racheter pour une bouchée de pain. Les jeux laissés faire faillite, ai-je répété, mon calme se fissurant enfin un peu. Le son de cette vieille accusation, jalouse, a été l'étincelle. Je n'ai rien laissé faire, Kevin. J'ai été un peu occupé ces 7 dernières années à construire une entreprise de logistique internationale à partir de rien. Tu sais, celle que toi et papa appeliez un passe-temps. Celle dont vous vous moquiez. N'ose pas, a murmuré Andrew depuis sa chaise. N'ose pas parler à ton frère de cette façon. Oh, je ne fais que commencer, ai-je dit. Tu veux savoir pourquoi cette entreprise a fait faillite? Tu penses que c'était les banques vautours ou les mauvaises conditions du marché? Comme tu l'as dit à la presse. J'ai fait un signe de tête à Anna. Anna, si tu veux bien. Anna a tapé sur une touche. Le grand écran au bout de la salle de conseil s'est allumé. Le titre de la présentation était simple. Grant Manufacturing, analyse financière et opérationnelle. Commençons par le contrat Boeing, ai-je dit. Celui que tu as dit à papa être un gain de 30 millions de dollars. Celui qui était en fait une pénalité de 30 millions de dollars pour rupture de contrat. Celui pour lequel tu as manqué l'échéance de 6 mois parce que tu n'as jamais mis à niveau les machines CNC comme tu étais censé le faire. Le visage de Kevin est devenu blanc. La tête d'Andrew s'est tournée brusquement vers lui. Quoi? Quelle pénalité, Kevin? De quoi parle-t-elle? Elle ment, papa. C'était une complication. Une négociation. Les honoraires de consultation de 1,2 million de dollars que vous avez payés à West Coast Venture étaient-ils aussi une négociation, Kevin, ai-je demandé. J'ai de nouveau fait un signe de tête à Anna. La diapositive a changé. Elle montrait un virement bancaire. Parce que West Coast Venture semble être une LLC enregistrée au nom de votre ancien colocataire d'université, celui qui possède cette boîte de nuit à Vegas. Une boîte de nuit qui, selon ses finances, était à 3 jours de la faillite avant que ses honoraires de consultation ne tombent sur son compte. Toi, balbutiait Kevin. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits, ai-je dit, ma voix d'acier. Je possède cette entreprise. Je possède ce bâtiment. Je possède ce bureau. Et je possède ces registres, ce que tu as si mal caché. Je me suis levé, posant mes mains sur l'acajou brillant. Tu veux savoir qui a détruit cette entreprise? C'est toi. Tu l'as saigné à blanc. Tu as menti à ton père. Tu as menti à tes employés. Et tu as menti à tes créanciers. Tu n'es pas un visionnaire, Kevin. Tu n'es même pas un bon homme d'affaires. Tu n'es qu'un voleur. Un mauvais. Kevin s'est jeté en avant. Il a traversé la moitié de la table, le visage violet de rage, criant « Tu paieras pour ça, toi !» Il n'a jamais fini. Les 2 agents de sécurité que j'avais engagés, qui se tenaient discrètement devant la porte, sont entrés dans la pièce en 1 seconde. Ils l'ont attrapé par les bras, la veste de son costume coûteux se déchirant à la couture. « Sortez-le de mon immeuble, ai-je dit, ma voix plate. »« Tu ne peux pas faire ça », a-t-il crié en se débattant alors qu'il le traînait vers la porte. « Papa, papa, fais quelque chose. Elle détruit la famille. »« Papa. » Mon père n'a pas bougé. Il est resté assis, la tête entre les mains, fixant l'écran de présentation, qui montrait maintenant un organigramme accablant des fonds détournés de son entreprise. Kevin a été traîné dehors, ses cris résonnant dans le couloir. La porte s'est refermée. La pièce est tombée dans un silence de mort, lourd, rompu seulement par le son de la respiration haletante de mon père. Je me suis rassise dans son fauteuil. La première confrontation était terminée. Le silence dans la salle de réunion s'est prolongé pendant 1 minute entière. Mon père, Andrew, ne levait pas les yeux. Il fixait simplement la table, les épaules affaissées. Le titan de l'industrie, l'homme dont le rire m'avait écrasé, ressemblait à une coquille vide. Le silence était assourdissant, plus lourd que les cris de Kevin. Anna, toujours aussi professionnelle, a rassemblé tranquillement ses papiers. « Paige, a-t-elle dit, je vais commencer l'audit préliminaire avec le service comptable. Ils nous attendent. » Elle savait que la suite était pour moi, et pour moi seul. « Merci, Anna,
ai-je dit. Elle est partie et la porte s'est de nouveau refermée, nous laissant seuls. Andrew, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Il a tressailli mais n'a toujours pas levé les yeux. Il n'aurait pas pu, a-t-il murmuré. Mon fils, mon garçon, il n'aurait pas fait ça. Ce n'est pas un voleur. Il est juste. Il n'est pas bon avec les détails. Il n'est pas bon avec les détails, ai-je répété, ma voix s'élevant. Il a volé des millions, Andrew. Il a commis une fraude. Il a détruit votre entreprise. Son entreprise. Celle que vous alliez simplement lui donner. Celle dont vous m'avez dit que je n'étais pas digne. Nous traversions une période difficile, a-t-il marmonné, le défendant toujours. Le marché, la concurrence étrangère. C'était le moment. C'était la véritable rupture finale du sortilège. Toute ma vie, j'avais cru qu'il était simplement partial. J'avais cru qu'il était arrogant et démodé. Je n'avais jamais, jusqu'à cette seconde, réalisé l'étendue terrifiante de son illusion. C'était un homme qui préférait croire que le monde entier conspirait contre lui plutôt que d'accepter que son enfant prodige était un échec. Je me suis levé, je suis allé à l'écran et j'ai pris la télécommande. J'ai cliqué en arrière sur la diapositive montrant le virement bancaire vers la boîte de nuit. Ce n'est pas de la concurrence étrangère, Andrew. C'est un crime. Ça, et ça, et ça. J'ai cliqué sur diapositive après diapositive. Prime non divulguée, contrat de location payé par l'entreprise sur des voitures de luxe, y compris une pour une petite amie, contrat de fournisseurs accordés à des sociétés écrans appartenant à ses amis. Je n'ai pas seulement acheté votre dette, Andrew. J'ai acheté vos secrets. J'ai passé les 2 dernières semaines à monter un dossier. Pas seulement un dossier commercial, mais un dossier juridique. J'ai le témoignage du membre du conseil d'administration que vous avez viré. J'ai la pleine coopération du prêteur que Kevin a essayé de frauder. J'ai les relevés bancaires. J'ai les journaux du serveur. J'ai tout. J'ai éteint l'écran. La pièce est retombée dans la pénombre matinale. Il m'a menti, a dit Andrew, sa voix se brisant enfin. C'était un petit son perdu. La prise de conscience commençait enfin, douloureusement, à poindre. Oui, ai-je dit. Il l'a fait pendant des années, et vous l'avez laissé faire. Vous étiez si occupé à chercher la fierté de la famille que vous avez manqué le parasite juste devant vous. Vous étiez si occupé à vous moquer de moi, votre échec, que vous n'avez même pas pris la peine de vérifier les livres. Il a finalement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang et remplis d'une terrible horreur naissante. Ce n'était pas seulement la perte de l'entreprise. C'était la perte du mensonge sur lequel il avait bâti toute sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé, à lui, à Kevin. Ça, ai-je dit, c'est une question très intéressante. Mon équipe juridique me conseille vivement de transmettre mes conclusions au procureur de la République. Ce qu'il a fait n'était pas seulement de la mauvaise gestion. C'était une fraude électronique, un détournement de fonds, toute une liste de choses. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Tu enverrais ton propre frère en prison. Je suis retourné en bout de table et je me suis assise, entrelaçant mes doigts. Mon propre frère? Mon propre frère a passé la dernière décennie à me traiter comme de la saleté. Mon propre frère s'est moqué de moi quand j'étais désespéré. Mon propre frère a aidé mon propre père à m'humilier devant toute ma famille. Je me suis penché, ma voix baissant. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourquoi ne le devrais-je pas? Il n'avait pas de réponse. Il me fixait simplement. Cette nouvelle personne qu'il ne reconnaissait pas. Cette femme qui n'était pas sa fille ratée, mais une force qui venait de démanteler tout son monde. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en exposant les conditions. Premièrement, vous allez appeler Kevin. Vous allez lui dire que s'il me contacte un jour, mes employés, ou met un pied sur cette propriété, je le ferai arrêter pour violation de propriété. Deuxièmement, vous allez lui dire que j'ai un dossier. J'ai tapoté le classeur sur la table. Qui détaille chaque crime qu'il a commis, et que ce dossier restera dans le coffre-fort de mon avocat à moins qu'il n'essaie de contester cela. À moins qu'il n'essaie de poursuivre en justice. À moins qu'il ne songe même à s'en prendre à moi. S'il le fait, je le ruinerai. Je ne l'enverrai pas seulement en prison. Je financerai personnellement les poursuites civiles de chaque employé dont il a joué la pension. C'est clair?
Andrew a hoché la tête, son visage cendré. Il était complètement brisé. La dynamique du pouvoir, si déséquilibrée depuis si longtemps, venait de basculer violemment, irréversiblement, dans une nouvelle position. Bien, ai-je dit. Il est resté assis là, un vieil homme brisé, dans une salle de conseil qui n'était plus la sienne. Il avait perdu son entreprise. Il avait perdu son fils, et il venait de réaliser que la fille qu'il avait rejetée était la seule qui aurait pu le sauver. La deuxième et plus importante confrontation était terminée. Le sortilège était rompu. Il ne restait plus que la résolution. Le silence qui a suivi était lourd et absolu. Andrew Grant, l'homme dont la voix avait autrefois été la seule qui comptait, était complètement, dévastatement silencieux. Il n'avait plus de fanfaronnade, plus d'indignation, plus d'autorité paternelle à laquelle se raccrocher. Il n'était qu'un vieil homme en costume, fixant l'acajou poli d'une table qui ne lui appartenait plus. C'était le moment où l'épreuve de force était terminée. Kevin, l'incarnation publique et criarde de la pourriture de la famille, avait été excisé. Maintenant, je me retrouvais avec la source même de la maladie. Je l'ai laissé s'asseoir dans ce silence pendant une autre minute. Je voulais qu'il ressente tout le poids de ce qui s'était passé. Je voulais qu'il comprenne que le monde qu'il avait bâti, celui où il était roi et où sa parole faisait loi, avait disparu. Finalement, il a parlé, sa voix à peine un murmure. Pourquoi, Paige? Pourquoi faire ça? Ce n'était pas juste pour me punir, n'est-ce pas? Il a levé les yeux et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une peur sincère et non altérée dans ses yeux. N'est-ce pas? Non, ai-je dit, et c'était la vérité honnête. Au début, je voulais juste acheter la dette. C'était une bonne décision financière. Mais quand j'ai vu les livres, quand j'ai vu ce que Kevin avait fait, j'ai réalisé que cette entreprise pouvait être sauvée. C'est une bonne entreprise, Andrew. Elle a de bonnes personnes. Elle a un bon nom. C'est juste que vous avez laissé la pourriture s'installer trop longtemps. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant l'atelier. Même d'ici, je pouvais voir l'inefficacité, les machines obsolètes, l'espace gaspillé. Summit Logistique est une entreprise de données, et je dis plus pour moi-même que pour lui. Nous optimisons, nous rationalisons. Je peux rendre cette entreprise rentable en 6 mois. En 1 an, je peux l'intégrer à Summit et nous pouvons offrir un service complet de bout en bout, de la fabrication de matières premières à la livraison du dernier kilomètre. C'est une intégration verticale parfaite. Je me suis retourné vers lui. Je n'ai pas acheté ça pour le détruire, Andrew. Je l'ai acheté pour le réparer, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Je suis celle qui répare les choses. Je suis celle qui fait fonctionner les choses. Je ne suis pas un échec. Je suis celle qui sait comment s'en sortir seule. J'ai utilisé ses propres mots et j'ai regardé l'effet qu'il produisait. Chacun était un petit coup précis. Il a hoché la tête lentement, absorbant le tout. Il a vu la vérité. Il connaissait mon éthique de travail. Il connaissait mon intelligence. Il avait juste choisi de l'ignorer. Alors, a-t-il murmuré. C'est tout. Je suis dehors. Tu as gagné. Tu as tout pris. Kevin est dehors, les jeux corrigés. Il est fini. Il aura de la chance s'il finit par gérer un fast-food. Toi. Tu es une autre histoire. Je suis retourné à la table, mais je ne me suis pas assise. Je me suis tenu en bout de table, en position de pouvoir. Tu es un terrible PDG, Andrew. Tu es un dinosaure. Tu es aveuglé par le favoritisme et tu as peur du progrès. Tu n'as rien à faire à la tête d'une entreprise du XXIe siècle. Il a tressailli, mais n'a pas argumenté. Il savait que c'était vrai. Mais, ai-je continué, tu connais ses clients. Tu as bâti ces relations il y a 50 ans. Ils te font confiance, ou du moins ils font confiance à l'homme que tu étais. Le nom Andrew Grant signifie encore quelque chose pour eux, même si Grant Manufacturing est actuellement un gâchis. Il a levé les yeux, une lueur de quelque chose, de la confusion, de l'espoir dans ses yeux. Je t'offre un travail. Le choc sur son visage était profond. C'était un coup plus dur que la révélation de ma propriété. Un travail? Un travail, ai-je confirmé. Pas une sinécure, pas une aumône, un vrai travail.
Je te garde comme consultant pour les comptes hérités. Tu auras un bureau, tu auras un salaire. J'ai nommé un chiffre. Il était modeste. C'était probablement un quart de ce que Kevin se payait, mais c'était respectable. C'était plus qu'il ne méritait. Ton travail, ai-je dit, sera d'appeler chaque client que Kevin a aliéné. Tu t'excuseras. Tu leur diras que l'entreprise est sous une nouvelle direction stable. Tu leur diras que moi, Paige Grant, je suis la nouvelle PDG et que Summit Logistique soutient l'avenir de cette entreprise. Tu faciliteras la transition. Tu feras ce que tu fais de mieux. Serrer des mains et raconter des histoires du bon vieux temps. J'ai fait une pause, laissant les termes s'imprégner. Il y a une condition. Tu n'auras aucune autorité exécutive. Tu ne signeras pas de chèque. Tu n'embaucheras ni ne licencieras personne. Tu ne prendras aucune décision sans l'aval de mon nouveau VP des opérations. Je me suis penché, assénant le coup de grâce final, parfait. Et tu me rendras compte directement, à ta fille ratée, celle qui n'y arriverait jamais. Acceptes-tu ces conditions? Andrew Grant, l'homme qui s'était moqué de moi, a regardé la femme qui possédait maintenant tout son monde. Il a vu la force, l'intelligence et la détermination froide et dure qu'il avait toujours louée chez son fils, mais qu'il avait toujours ignorée chez sa fille. Il n'avait pas le choix. Il avait 68 ans. Sa réputation était en lambeaux, et son fils était un criminel en disgrâce. Il n'avait plus rien. Il a baissé les yeux de mon regard vers la table, et dans l'acte final ultime de soumission, il a fait un seul lancing de tête. Oui, Paige, a-t-il dit, la voix épaisse. J'accepte. La chute de Kevin Grant a été rapide et silencieuse. Comme promis, je n'ai pas déposé de plainte. Je n'en avais pas besoin. L'humiliation était une prison bien plus efficace. Mon père, dans son premier acte en tant que mon nouveau consultant, a transmis les termes de ma mise en demeure. Kevin, face au classeur de preuves qu'Anna avait préparé, a disparu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé en Floride, prenant un peu de temps pour lui. Il était financièrement ruiné, sa réputation détruite. Il ne travaillerait plus jamais dans cette industrie. La chute d'Andrew Grant a été plus complexe. Ce fut une lente érosion publique de l'homme qu'il était, remplacé par l'homme qu'il devait devenir. Les premières semaines ont été une danse douloureuse et maladroite. Je l'ai fait sortir de son vaste bureau d'angle, qui était maintenant mon bureau, et je l'ai installé dans un bureau plus petit, parfaitement respectable, à l'étage des ventes. Je lui ai donné un nouvel ordinateur portable, qu'il a regardé comme si c'était un artefact extraterrestre. Notre première réunion en tête-à-tête a été une étude de répétition. Il était assis en face de son ancien bureau, un bloc-notes et un stylo à la main, attendant des instructions. Voici la liste de vos comptes hérités, ai-je dit en lui faisant glisser une tablette. Je les ai triés. Le rouge signifie qu'ils ont déjà annulé des contrats. Le jaune signifie qu'ils sont à risque. Le vert signifie qu'ils sont simplement confus. Vous commencerez par les rouges. Il a reculé. Les rouges, Paige, ce sont des causes perdues. Ils nous détestent. Ils détestent Kevin. C'est pourquoi vous les appelez, ai-je dit, sans méchanceté. Vous allez vous sacrifier. Vous allez leur dire que vous avez été trahi par votre ancienne direction, que vous avez fait le ménage, et que l'entreprise est maintenant sous une nouvelle direction avec le plein soutien et l'efficacité de Summit Logistique. Vous leur offrirez une réduction de 10% sur leur prochaine commande en guise de cadeau de bienvenue. Une réduction de 10%, a-t-il balbutié. Nous ne pouvons pas les marges. Les marges sont bonnes, ai-je interrompu. J'ai déjà fait les calculs. Nous pouvons absorber le coût. Vous devez les faire revenir. Votre travail n'est pas de protéger les marges, Andrew. Votre travail est de restaurer les relations. Mon travail est de m'occuper des chiffres. Il m'a fixé, la vieille défiance luttant avec sa nouvelle réalité. Finalement, il a juste hoché la tête. Oui, Paige, je vois. Et il l'a fait. J'ai écouté le premier appel. Sa voix était tremblante. Toute la vieille fanfaronnade avait disparu. Il était humble. Il s'excusait. Il était pour la première fois honnête, et ça a marché. Le client, un homme qu'il connaissait depuis 40 ans, a accepté une nouvelle petite commande. Pendant qu'Andrew reconstruisait ses ponts brûlés, je reconstruisais son entreprise. J'ai arraché les vieilles machines rouillées et j'ai installé de nouvelles lignes automatisées.
J'ai intégré le logiciel de logistique de Summit et soudain, leur délai de 8 semaines est tombé à 9 jours. J'ai recyclé le personnel, j'ai promu le jeune directeur d'atelier intelligent que Kevin avait toujours ignoré et j'ai viré les 2 acolytes de Kevin. L'entreprise a saigné pendant 3 mois, puis, comme je l'avais prédit, elle a pris un tournant. En 6 mois, nous étions rentables. Notre relation a trouvé un nouvel équilibre étrange. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas la relation père-fille dont j'avais rêvé enfant, celle-là avait disparu pour toujours, tournée en ridicule dans une salle à manger en acajou. Mais c'était fonctionnel. C'était basé sur un nouveau respect durement gagné. Il respectait mes compétences, mon autorité, et moi, à mon tour, j'ai commencé à respecter sa ténacité. L'homme, dépouillé de son arrogance, était toujours un sacré vendeur. Environ 1 an après la reprise, je me promenais dans l'atelier. C'était propre maintenant, lumineux et bourdonnant d'efficacité. Andrew était là, parlant avec animation avec le nouveau directeur d'atelier, pointant un schéma sur une tablette. Il l'écoutait réellement. Il m'a vu et m'a fait signe de venir. Paige, Maria me montrait justement le nouveau flux de travail. Vous avez réduit le temps de fabrication de 40%. Incroyable. La conception de Maria était brillante, ai-je dit en souriant au directeur qui rayonnait. C'est vrai, a dit Andrew. Il a regardé autour de lui, les nouvelles machines, les employés occupés et heureux. Puis il m'a regardé. Tout ça, ce que vous avez fait, c'est vraiment quelque chose, Paige. J'avais tort à votre sujet, surtout. Ce n'était pas de grandes excuses. Ce n'était pas la réconciliation larmoyante d'un film, mais c'était sa vérité. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Je sais, papa, ai-je dit. Je l'ai appelé papa. C'était étrange, mais ça semblait juste. Mais nous nous en sortons. Oui, a-t-il dit, un petit sourire sincère touchant ses lèvres. Oui, c'est vrai. Je l'ai laissé là, parlant avec Maria. Je suis retourné à mon bureau, son ancien bureau, et je me suis assise dans mon fauteuil. La fierté de la famille vendait des assurances à temps pas. L'échec dirigeait un empire de fabrication et de logistique intégré verticalement à 9 chiffres. Et mon père, l'homme qui avait dit que je n'y arriverais jamais seul, était sur ma liste de paie et était enfin fier de moi.